Dans une vidéo précédente, Jean-Luc Cialelli a parlé de 3 âges de sa vie pour illustrer son livre Les âges de la vie humaine. Des moments charnières dans la vie de chacun qu'il appelle les caps de vie. Ces moments sont l'occasion de percevoir une vision de la suite de son chemin, comme une évidence qui donne la force d'accomplir des transformations importantes, particulières à chacun. Nous allons maintenant approfondir ces transformations pour en connaître les enjeux. Et j'ai vécu une épreuve vers 56 ans. Et cette épreuve a fait écho à d'autres épreuves que j'ai vécues plus tôt dans ma vie, comme tout le monde. Chacun vit ses propres épreuves. Et j'ai étudié pendant très longtemps tous les aspects de la biographie que j'appelle des constantes. Par exemple, autour de 26-27 ans, autour de 36, 37, 38 ans, et donc autour de 56 ans. Et ces 3 caps de vie-là, tout le monde les traverse et doit les traverser à sa façon originale. C'est possible si on a ce que j'ai appelé la vision, c'est-à-dire qu'on a une espèce de perception certaine que la voie est par là ou par là, selon qui on est. Et donc on a le but, c'est-à-dire c'est par là. On a la force de surmonter les obstacles sur le chemin de ce but. Et on a aussi comment on s'y prend, dans quel état d'esprit il faut faire ça. Et donc voilà, c'est faire en sorte de rester ouvert à son vrai être et de trouver les moyens de l'incarner. Et le livre, c'est pour aider les gens à ça. Tout le monde se pose des questions sur sa propre vie, se pose des questions sur ce qu'il est en train de vivre, sur la suite de sa vie. Et tout le monde aura des épreuves de toute façon, se donne des épreuves pour pouvoir avancer. Et pouvoir mettre des mots là-dessus, se rendre compte qu'on n'est pas mauvais parce qu'on fait comme ci ou on fait comme ça, mais parce que c'est simplement une espèce de moment particulier qu'on se donne pour pouvoir avoir la force de voir la suite. Ça peut aider d'avoir une carte. Un livre, c'est une carte. Ben oui, tout le monde passe par là, puis vit ce genre de choses. Après, quand on a une carte, ça ne dit rien de ce qu'on vit sur le terrain. On peut vivre de nombreuses aventures. La carte n'est pas le territoire, et donc ce livre n'est pas la vie de chacun, mais c'est une carte, c'est quelque chose. Et quand je vois une personne jeune acheter mon livre, je suis ravi, parce que c'est un livre de chevet en fait. Voilà. Et j'ai des retours par rapport à ça, de personnes qui me disent tous les X, je me replonge là-dessus parce que j'ai un petit souci, et ah oui c'est vrai, je suis là, etc. Et ça m'empêche de m'auto-flageller ou ce genre de choses. Au bout du compte, ce qui importe dans une vie, c'est de percevoir la juste suite. Est-ce que la suite de ma vie, c'est d'attaquer les gens comme je les attaque, de prendre le pouvoir sur les gens comme je le fais, ou de me défendre de tout de certaines façons. On a tous nos façons d'attaquer les gens et nos façons de se défendre des autres. Est-ce que je continue ça? Est-ce que je trouve d'autres formes pour faire en sorte que mon être vrai s'incarne vraiment? Ou est-ce que je continue à faire perdurer mon libre arbitre et mon intelligence, mon sens, ma subtilité personnelle, le fait que je perçois les choses comme ça, instinctivement, ça c'est bon quand on a 20 ans. Poursuivre ça à fond quand on a 40, 50 ans, c'est du grand n'importe quoi. Donc la liberté, c'est pas ça. La liberté, c'est de percevoir la juste suite. C'est la seule liberté, c'est ça. C'est d'incarner ce qu'on est venu faire sur Terre, et non pas de s'amuser à être soi comme on l'était il y a 10 ans. À 37 ans, j'ai pas eu de crise.
j'ai eu un mal-être, j'étais plus satisfait de mon travail, et pourtant c'était bon, 5 ans avant c'était le même travail et ça m'épanouissait, mais là c'était fini. C'était fini, je devais trouver c'était plus la suite, c'était plus ça la suite. Je sentais juste que c'était plus ça la suite. Ben, je veux plus ça, mais je ne sais pas encore ce qui doit être, et je suis dans l'entre-deux et je suis bien malheureux. Ou bien alors, on peut aussi divorcer à 37 ans, et ça peut faire la même chose, et voilà. Mais on peut. Mais quelqu'un de 37 ans qui lirait mon livre, d'abord il se rendrait compte que ce mal-être il est juste normal, et qu'il faut écouter les signes, et qu'il faut laisser la question ouverte, il faut oser laisser la question ouverte. Voilà. Et c'est parfait pour lui. Et là, le libre arbitre, ça serait d'avoir la vision de la suite. C'est ça le libre arbitre. C'est ça la liberté. Est-ce que des parents pourraient prévenir leurs enfants vers 18-20 ans de ça? Est-ce qu'ils pourraient? Est-ce qu'il ne faut pas? Est-ce qu'il faut? Ah bah, pour les parents, autour de 12-14 ans, leur rôle est terminé. Les actes éducatifs fondamentaux, ils se font avant la puberté. Après, c'est juste le fait d'être soi-même un adulte, d'être en chemin pour être un adulte confirmé, un vrai adulte, et d'être une présence d'adulte en effort, de l'être, qui fait éducation. Mais c'est ça qui fait éducation. Mais il n'y a pas d'acte éducatif basique, fort, après 14-15 ans. Hein. C'est avant que tout se passe. Et donc, si en tant qu'adolescent, j'ai un adulte à côté de moi, et je vais le tester sans cesse pour voir s'il a du répondant en tant qu'adulte, c'est ça que fait l'adolescent, et que j'ai des réponses d'adulte, c'est ça qui va me fortifier, c'est ça qui va faire que je vais arriver dans la vie avec des forces. Mais pas d'actes éducatifs fondamentaux, ça c'est sûr. Donc, pour aider un jeune à bien choisir sa vie vers 18-20 ans, 21 ans, 22 ans, il faut avoir été un bon parent jusqu'à 14-15 ans. Et après, il se trouve qu'on est dans la période de sa vie où on doit se trouver soi-même, on doit vivre selon les visions. Et après, faire ce chemin difficile, de vivre soi-même, auprès de son enfant pour l'aider lui-même à cheminer à côté d'un être de ce type-là. Mais puis après le choix de l'enfant, c'est lui qui le fait. Les parents n'ont rien à faire là. Alors, le choix de 18, 20 ans, 22 ans, c'est un peu différent des choix que j'ai exprimés auparavant. C'est un choix qui est plus conduit. Il y a moins de conscience là, beaucoup moins. Et donc on est encore aidé. Avant 27 ans, on est encore aidé par son ange gardien, hein, je ne sais pas comment dire, mais bon, on est encore. Les choix se font à travers même un logiciel qui s'appelle Parcoursup, ou les rencontres, ou je ne sais quoi, et puis un copain qui fait ça, et puis on va faire pareil que lui, juste pour se rendre compte que c'est pas du tout ça qu'on voulait faire. Mais en faisant ça, on va se rendre compte que dans ça, il y a cet aspect-là, et c'est ça qui va faire sa vie. Donc ça prend des méandres, des choses très particulières qui n'appartiennent pas aux parents. Actuellement, j'ai l'impression que les choses viennent à moi. Je suis sûr qu'il n'y a rien qui vient à toi, tout seul. Ça vient à toi parce que tu as fait ce qu'il fallait. À ton âge, rien ne vient à toi si tu ne fais pas quelque chose. Alors que quand j'étais enfant, ça venait à moi. Bien sûr. Vivre selon ses visions. Ah oui, après 40 ans, c'est le seul moyen. Donc à 37 ans, on vit ce que j'ai vécu, ce que j'ai décrit avant, mais après, ensuite, ça se poursuit, et après 40-42 ans, ça s'aggrave, puisque, comment dire, il faut ressentir à quel point tout retour à la personnalité d'avant 40 ans, toute utilisation d'une façon d'avoir un pouvoir sur quelqu'un, par exemple, ou d'une façon de se défendre de la vie qu'on utilisait avant, ou d'une façon d'appréhender les choses et le social, les êtres, comme on faisait avant, toute forme comme ça, qu'on réitérerait un peu trop, c'est comme des râteaux, quoi. Hein. C'est comme
comme on appuie sur un râteau, ils nous viennent dans la figure directement. Après 40 ans, on se prend des râteaux du matin au soir. Et il faut les percevoir pour se dire, ah, il faut que j'arrête ça, il faut que je trouve autre chose. Il faut que j'arrête de faire ça comme ça. Mais des ça comme ça, il y en a 500 différents dans tous les secteurs de sa vie. Il faut faire évoluer tout. Et il faut trouver du neuf pour tout. Et il faut vivre cette expérience des 37 ans quasiment tous les mois, ou toutes les semaines, ou quelquefois tous les jours, pour s'interroger sur des choses qui sont, quel est mon être vrai, et quelle est la suite. Et il n'y a plus du tout de modèle. Jusqu'à 37 ans, on peut encore faire comme le voisin. Mais après 40 ans, c'est une catastrophe de faire comme ça. Et donc, c'est une catastrophe de faire comme les autres, ou de penser comme les autres, ou de penser ça parce que j'ai pensé auparavant, ou parce que d'autres le font. Tout ça, c'est des catastrophes. Et donc, il faut trouver une source dans son avenir avec un grand A. C'est ça qu'il faut rechercher. Très difficile. Mais l'effort authentique suffit. Il ne faut pas réussir à chaque fois. Mais l'effort authentique suffit. Ça veut dire qu'on reste en vie. Et là, on peut encore être aidé. Si on a décidé d'avoir cette personnalité, de faire comme on était à 35 ans, et on en reste là, et on peut faire plein de choses comme ça. On peut créer une boîte, être chef, ou bien se planquer en étant fonctionnaire dans un coin, ou faire... Voilà, arrêter de vivre en fait. Beaucoup de gens arrêtent de vivre. On peut faire ça aussi. Mais alors on ne vit plus. Et soit dans quelques cas on a encore une épreuve ou une maladie qui nous fait dire alors tu te réinterroges là, tu fais quelque chose. Soit dans le pire des cas on n'a plus rien. Jusqu'à 56 ans à peu près, on a encore une petite claque. Et puis sinon voilà, hein, on vit sa vie en la dormant, sans conscience. Et quelqu'un qui aurait 60 ans ou plus, et qui effectivement se rend compte que oui, c'est vrai, à 37 ans, mais j'ai rien fait, j'ai simplement augmenté ma dose d'alcool par jour, oui, c'est et ça. ainsi de suite, et qu'il a, il a 60 ans, et là, il t'entend, il a des chances. Ah oui, il a de très grandes chances, bien sûr. Parce que déjà, s'il m'entend, c'est que son être l'a amené jusqu'à m'entendre, l'a amené jusqu'à ton film. Et ça, c'est un cadeau de la vie. Et la vie ne fait des cadeaux qu'à ceux qui s'efforcent. Et donc, ça veut dire que malgré qu'il a augmenté sa dose d'alcool et qu'il s'abrutit un petit peu, au fond, il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché le fait de chercher son être vrai et sa juste suite, entre guillemets. Et donc, il va recevoir un message. Et soit ça va lui faire peur, il va partir en arrière, il va boire un deuxième whisky. Soit il va être interrogé, ça va l'embêter, etc. Il va vivre la question. Et il aura des réponses qui lui seront propres. Accepter à nouveau de vivre la question, de vivre une vie en conscience. Parce qu'une vie en conscience, c'est d'avoir une vie avec rien, pas de suite, mais avec le choix de dire, mais pas de suite, d'accord, mais plus le passé, fini le passé. Accepter de dire, fini le passé, et pas de suite. Et ça, c'est le début de la vie. Un quart d'heure avant la mort, c'est bon encore, hein. Alors bien sûr, si on s'y prend tard, on aura peut-être moins de... Encore que je ne sais pas, il n'y a pas de question de quantité, là, puisque la vie d'après 40 ans, on ne vit plus que dans la qualité. On ne vit plus dans le quantitatif, on vit dans le qualitatif après 40 ans. Sinon, on ne vit pas. Il y a une recherche de qualitatif, de ce niveau supérieur-là. Et donc, le qualitatif, un quart d'heure avant la mort, on peut poser un acte tellement nouveau, tellement fort, que toute la famille en est... que soi-même et toute la famille en est éclairée, et ça peut être très beau. C'est l'épreuve, hein, c'est voilà. Le divorce, la maladie, qui fait que tu sens que tu ne peux plus continuer comme ça, quoi. Faut changer de braquet. Mais oui, où le nouveau braquet? C'est quoi le nouveau braquet? C'est ça le problème.
alors du coup, on revient avant. Mais non, tu trouveras la solution, pour peu que tu aies un peu le courage d'attendre. Tu voulais parler de la sagesse. Oui, parce que je me pose beaucoup de questions sur ce qu'est la sagesse. Et il me semble que c'est la possibilité grandissante avec les efforts, des efforts tels que je les ai décrits, hein, j'ai décrit souvent des efforts dans tout ce que je viens de dire, c'est la possibilité qu'on acquiert peu à peu de percevoir l'action de l'esprit. C'est-à-dire que c'est pas de percevoir, c'est d'expérimenter l'action de l'esprit. C'est de voir ce qui est juste, de voir, comme je disais tout à l'heure, d'avoir la vision de la juste suite. Mais la sagesse, c'est d'expérimenter par une espèce de faculté qu'on a conquise, d'être ici ou là, en capacité d'expérimenter la juste suite. De voir que ça, il faut le laisser faire, parce que même si c'est un peu bizarre, mais c'est quelque chose de juste. Et ça, peut-être il faut militer pour le faire stopper, parce que c'est contre la morale avec un grand M, contre ce qui devrait être. Mais pour dire que c'est contre ce qui devrait être, il faut percevoir ce qui devrait être. Donc la sagesse, c'est l'avoir perçu que c'est pas ça. Et c'est pas parce que ça me plaît pas, c'est parce que je perçois quelque chose de supérieur. Parce que souvent on milite à gauche parce que on est contre la droite, ou à droite parce qu'on est contre la gauche, mais on perçoit rien du tout. Hein. Alors que quand on a la sagesse et qu'on décide de mettre en place une action, c'est parce qu'on a perçu la justesse morale de la chose. Et on n'a pas perçu, on a expérimenté, on a eu une expérience intérieure de type vision, avec donc ce caractère de certitude que cette chose est bonne ou pas bonne. En fait, une des grandes caractéristiques, si je peux me permettre, de la vision, c'est la certitude intérieure. Oui. Et donc, certitude intérieure, c'est-à-dire que tu as rencontré ton être supérieur, tu as pu sortir de ton ego par cette capacité de laisser la question ouverte. Tu l'as rencontré et ça a duré 1 millième de seconde. Et puis tu n'en as pas la conscience. Tu ne pourrais pas dire c'est pas si j'ai vu ça. Mais ce flash est suffisant pour ramener par l'intuition, par l'intuition c'est un grand mot, mais pour ramener, oui, par l'intuition, pour ramener ce caractère de certitude. C'est-à-dire que j'ai contacté... Parce que ça veut dire quoi, contacter son être supérieur? Ça veut dire percevoir toutes ses vies antérieures et ses vies futures, et percevoir ce qui est juste. Alors tu n'as pas tout perçu, tu n'as pas tout compris, mais tu as été en contact avec cette réalité-là, hors du temps et de l'espace, et ça suffit pour t'éclairer, pour te donner... Alors ce que tu ramènes, c'est quelque chose de tout à fait édulcoré par rapport à ça, tout à fait bas. Ce que j'appelle la vision, c'est encore très bas par rapport à ce que tu as vécu l'espace de millième de seconde avec ton vrai moi. Mais ça suffit, c'est déjà énorme, ça contient une force déjà énorme. Voilà, tu t'en rappelles pas, mais ça va. Tu as déjà le but, le chemin et la force sur le chemin. C'est pas de la folie, ça? Ces visions intérieures, comment on les différencie de la folie, des obsessions? Bien sûr, et donc c'est là qu'il faut... il faut avoir un chemin spirituel. On peut pas, de nos jours, on ne peut plus vivre correctement sans recherche spirituelle. On ne peut pas s'en sortir avec seulement l'intellect. On peut pas. Il n'y a pas de suite, de juste suite dans l'intellect. Il faut aller au-delà de l'intellect. Il faut arrêter l'intellect,
Alors à des moments précis, hein, parce qu'il faut utiliser le matin au soir l'intellect, sinon on devient, on vit avec ça. Mais à des moments précis, il faut arrêter ça pour se donner la chance de penser différemment et d'avoir une autre façon de voir le monde que la façon intellectuelle qu'on connaît. Sinon, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. L'intellect ne nous donnera pas les justes suites, qu'elles soient personnelles ou sociales ou je ne sais quoi. Et les actes qu'on pose ainsi en conscience, la conscience que j'ai décrite déjà, les autres qui sont autour de nous s'en rendent compte tout de suite. Ils voient que, ah, mais c'est pas toi ça, d'habitude tu fais pas ça. Et ils en sont contents. Ils sont agréablement surpris de voir quand on pose un acte qui est le fruit d'une vision. Ça leur fait du bien aussi. Et ils le voient tout de suite. Et ça peut pas être le fruit d'une réflexion intellectuelle. Ça n'existera jamais comme ça. Beaucoup le vivent sans s'en rendre compte, hein, tout ça, tout ce que je dis là. Et tu pourrais dire, ah ben oui, c'est vrai, à ce moment-là, j'ai vécu ça, ah ben oui, c'était comme ça. Et si tu pouvais te replonger, faire par la concentration, revivre le moment où ça s'est passé, tu pourrais te rendre compte que tu as effectivement vécu ce genre de moments toi-même. Hein. Est-ce que tu veux dire quelque chose que tu as oublié? Ah oui, ben, le roman de Dostoïevski, le double. Le double, c'est en lien? Ah bien sûr. Oh ben on peut parler un peu du double, effectivement. Ah ouais. C'est-à-dire que le double chez l'être humain, on le rencontre notamment après que l'élan de la jeunesse soit passé, parce que c'est un élan aussi de protection. L'élan de la jeunesse, on est protégé de ce genre de choses. Quel âge environ, on va dire? 27 ans. 27 on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'arrive plus à vivre sans penser à rien. Et soit en reproduisant ce qu'on nous a appris, soit en étant rebelle par rapport à ce qu'on nous a appris. Mais c'est pareil en fait. Reproduire ou être rebelle, c'est la même chose, mais c'est les deux côtés de la même pièce. Et donc après 27 ans, on commence à essayer de voler de ses propres ailes. Et c'est là qu'on commence à constituer une personnalité, etc. À s'installer dans le monde, là, etc. Voilà. Et c'est bien de le faire. Mais peu à peu, on devient donc intelligent, ou alors on développe une certaine sensibilité, ou une certaine qualité de cœur. On ne se rend pas compte que ce sont des qualités de cœur pas si hautes que ça, mais on croit qu'on a des grandes qualités de cœur, et voilà, on se croit intelligent aussi. Et donc, et tout ça, voilà, on arrive à la quarantaine, on a une personnalité qui est ce qu'elle est. Et on pense être soi-même. Et en fait, on n'est pas soi-même. On est une espèce d'automate. De double? C'est-à-dire qu'on est en grande partie soi-même, et aussi en partie, il y a un être qui s'est instillé en soi, et qui mène nos réactions, qui mène nos pensées, et qui mène notre sensiblerie, ce qu'on appelle les émotions. Maintenant, on met en place les émotions, on met ça, on porte ça comme ça. Voilà, tout ça c'est le double qui est propriétaire de tout ça en nous. Et ensuite, il nous quitte plus de toute la vie. Parce que on vit toute la vie de notre intellect, on vit toute la vie de nos émotions, et de nos sentiments, de nos réactions. On est des êtres de réaction, même si on s'en défend. Et ça ne nous appartient pas, ça. Ça, c'est pas nous. Mais c'est en nous. Et ça prend une grande place. Et le seul moyen de s'évader de ça, de repousser un peu ça, on ne peut pas s'en défendre, parce que l'époque actuelle est faite du fait que l'intellect et les émotions règnent. Et c'est comme ça. Mais le seul moyen, c'est d'accepter la vraie vie, c'est-à-dire ce que j'ai essayé de décrire tout à l'heure, et ces questions, et cette recherche de la qualité, cette recherche de la vision, toutes sortes de choses qui effrayent totalement l'être du double, et le repousse
Bon, même si le lendemain il reprend ses quartiers, mais quand même, on a trouvé la juste suite, on a trouvé la force. Et on chemine avec ce qu'on est. Mais voilà, si on ne fait pas ça, l'être du double prend de plus en plus la place et on devient une caricature. C'est-à-dire qu'avant qu'on puisse parler, l'autre peut presque dire à l'avance quelle réaction on va avoir, quelle émotion on va avoir ou quel discours on va tenir, et avec une grande précision. Donc cette automaticité du double, là, est vraiment terrible. Elle est là en grande partie. Mais si on parsème sa vie de moments tels que j'ai décrits, qui peuvent donner cette qualité, cet accès aux visions, alors on mène une vraie vie. Et on fait en sorte de vivre ce qu'on a décidé de venir faire cette fois-ci sur Terre.